Bonjour, c'est Vincent. Bon, c'est la fin de l'année, ou presque. Dans une semaine, beaucoup de gens ont des vacances, pour quelques jours, ou jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et donc, c'est la guerre. C'est le bordel, il faut tout finir en même temps, juste avant de partir en vacances. Tout le monde veut tout, faut boucler tout ce qu'il faut boucler à la fin de l'année. Et donc, c'est compliqué. Et j'étais hier en atelier de gestion de priorité. Plus cette préoccupation de fin d'année, je me dis, c'est le bon moment pour vous parler de gestion de priorité. Comment est-ce qu'on fait, quels sont les trucs, les astuces. Alors évidemment, j'ai pas inventé la moitié des trucs que je vais vous donner. C'est des lectures, c'est des participants à des formations ou à des workshops qui me donnent ces choses, qu'on discute, qu'on trouve ensemble comme solution. Et donc je vous en fais un petit résumé. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Le premier, c'est les tâches. Voilà, comment, quand on les reçoit, comment on les planifie, au niveau de l'exécution, est-ce qu'il y a des choses à savoir. On va faire un petit arrêt sur image pour l'email, puisque cet outil est devenu presque plus important que la respiration pour les humains. Et puis, on parlera un tout petit peu des interruptions, et puis comment les traiter, en fait, relativement facilement. Bon, on y va ? Ok. Alors, les tâches. Il y a deux types de tâches. Les tâches que vous avez déjà et les tâches que vous réceptionnez. Les choses spéciales ou disons les choses qui ne sont pas récurrentes. On va commencer par les tâches récurrentes, les tâches existantes. Vous avez un job, vous avez une description de poste ou pas, enfin, on vous donne du boulot, on vous donne des choses à faire. La première chose à faire, en fait, c'est de définir quelle est la tâche. On me demande de faire quoi. Alors, des fois, c'est très évident. Voilà, il faut faire la mise en train de la machine XY, il faut produire le rapport hebdomadaire pour Z, enfin, il y a des choses très évidentes. Mais vous verrez que quand vous réfléchissez à l'ensemble de vos tâches, bien les tâches qui sont mal définies, voire pas du tout. Il faut, je sais pas, faut améliorer la collaboration avec un service. Bon, ça veut dire quoi? Alors, je dois aller à des meetings, mais qu'est-ce que j'y fais? À quoi ça me sert? Donc, je suis sûr que vous en trouvez. Donc, première chose à faire, les définir. Et vous serez peut-être pas d'ailleurs tout seul à votre bureau ou à votre atelier à définir ces tâches-là. Peut-être qu'il faudra poser la question à des gens, à des collègues, le collègue qui était là avant vous, votre chef, bon, que sais-je. Mais il faut définir la tâche. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Même pourquoi, peut-être, ça peut être utile aussi. Les délais standards, enfin, des choses très très évidentes. Donc on définit la tâche. Alors une fois qu'on l'a définie, on peut se poser là une vraie question. C'est ce que je n'aurais pas arrêté de la faire? Bah oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout ce que vous faites dans la semaine est pas forcément aussi utile que d'autres tâches, voire même éliminable. Alors, oui, quand je dis ça en formation, les gens me regardent comme si je venais de la planète Mars, parce que il y a cette tendance à dire que ce que je fais est important. Si je le fais moi, on me l'a donné à le faire, donc c'est important, donc je dois le faire. Ou des gens diront, mais mon collègue le faisait avant moi. Bah oui, le collègue, peut-être qu'il y a 10 ans, la tâche était utile, mais est-ce qu'elle est encore vraiment utile maintenant? Donc une première question, c'est de se dire, est-ce que je peux éliminer la tâche? Première question. Et vous aurez des réponses qui seront oui. Alors comment découvrir? C'est très simple, les informaticiens savent très bien ça. Quand il y a un vieux système qu'ils n'ont pas envie de migrer, vous savez comment ils font? Ils tirent la prise. Si personne gueule pendant un mois, ils arrêtent. Là, c'est la même chose. Vous tirez la prise sur la tâche, vous arrêtez de la faire. On vous dit, tous les lundis, il fallait faire X. Bon, lundi, vous le faites pas. Lundi soir, quelqu'un vient vous dire quelque chose. Ah, t'as pas fait... Ah oui, désolé. Ouais, ça m'est sorti. Enfin, c'est égal. Mardi, vous faites. Ou le lundi d'après, vous faites. Si lundi, personne vous dit rien, mardi, bah oui, vous faites pas non plus. Et mercredi, jeudi, vendredi, et si en une semaine, personne ne vous a rien demandé, vous arrêtez de le faire. Si vous demandez, ah mais est-ce que je peux éliminer cette tâche? Imaginez que quelqu'un va prendre le risque de vous dire, oui, vas-y, tu peux arrêter de le faire. C'est super rare. Parce que les gens savent pas, d'abord c'est votre job à vous, pas le leur, votre chef, il a peut-être d'autres chats à fouetter, ou peut-être qu'il sait pas, ou peut-être qu'il a pas le détail, bon. Donc en fait, vous prenez un peu votre courage à deux mains, et les trucs, vous arrêtez de faire. Donc ça, c'est la deuxième chose. Première chose, définir. Deuxième chose, éliminer. Bon, maintenant, il reste toutes les tâches qu'on peut pas éliminer. Alors, on va quand même dire que c'est 80-90% des tâches que vous avez aujourd'hui. Bon. Et là, l'idée, c'est de simplifier. Et est-ce que je peux simplifier la tâche? Est-ce que je peux simplifier le travail? Est-ce que je peux simplifier le processus? Est-ce que je peux simplifier la manière d'avoir accès à l'information? La manière d'avoir accès à l'outil? Est-ce que je peux me simplifier la vie? Non seulement pour que je puisse gagner du temps, mais aussi pour que la barrière psychologique que je vais avoir à me mettre à la tâche sera beaucoup plus basse.
Par exemple, je sais pas, j'ai une appli un peu compliquée que je dois utiliser pour faire un calcul, je sais pas quoi, et ben je me mets un raccourci sur mon bureau. Voilà, et puis ça m'évite les 32 secondes de frustration parce que je trouve jamais cette plein d'applications. Je me fais mon petit raccourci, ça me simplifie un peu la chose. Est-ce que je peux simplifier la tâche? Est-ce que je peux la rendre moins complexe? Est-ce que je peux la diviser en plusieurs étapes? Peut-être pour planifier cette tâche sur plusieurs jours, plutôt que de faire un énorme truc qui va durer 4 heures de temps, je vais être interrompu 53 fois, comme on le verra plus tard. Donc, est-ce que je peux simplifier la tâche? Certaines fois c'est oui, certaines fois c'est non. Et maintenant que vous avez fait le travail de définition, d'élimination et de simplification, eh bien, il y a toute une série de tâches que vous pourrez essayer d'automatiser. Soit en demandant l'aide de collègues programmeurs, soit une meilleure automatisation, c'est aussi peut-être de demander à quelqu'un d'autre de le faire, qui est peut-être plus à même de le faire. On peut faire des échanges de tâches. Peut-être vous pouvez prendre la tâche d'un collègue parce que vous êtes plus compétent avec l'outil, puis vous lui en filez une où vous êtes moins compétent. Et donc, automatisation, ça peut aussi vouloir dire construire des petits outils, ça peut vouloir dire faire des macros, ça peut vouloir dire... Alors, il y a un petit peu de technicité, alors je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais je suis sûr que dans votre entourage, il y a tout un tas de gens qui ont automatisé des tâches, par exemple, je sais pas, la réception d'emails, on en parlera après. Demandez-leur comment ils ont fait. C'est pas hyper compliqué, mais vous, voilà, vous n'avez pas ce job-là, donc vous n'avez pas forcément pensé à ça. Vous voyez que les 4 lettres, définir, éliminer, simplifier, automatiser, ça fait DESA. Et donc ce petit acronyme, vous pouvez vraiment l'utiliser pour toutes les tâches existantes dans votre job. Alors évidemment, vous n'allez pas le faire maintenant au mois de décembre quand c'est le BINS, mais typiquement, si vous revenez, je sais pas, le 7 janvier, ou peut-être vous bossez le 4 parce que vous n'avez pas fait le pont, c'est un excellent moment pour le faire. D'accord? Faites la liste de vos tâches et passez chaque tâche. DESA, DESA. Faites-le. Peut-être ça change rien, mais honnêtement, pour l'avoir fait et l'avoir fait faire, ça peut vous amener quelque chose. Bon. Ça, c'est les tâches existantes. Maintenant, réception des tâches. Bon. Quelqu'un vous amène une tâche. C'est souvent le boss, souvent le chef ou la chef qui va venir avec un truc en plus. Ça peut être des collègues, ça peut être d'autres personnes, alors ça peut être un client, ça peut être... Donc vous avez un endroit où vous allez recevoir vos tâches. Alors c'est pas le sujet des podcasts, mais mettez-vous dans la mentalité de dire plutôt oui que non. Alors je sais que tout le monde a beaucoup de travail, mais on vous demande toujours quand on vous donne une tâche à faire, il y a toujours 2 choses en fait. Il y a la tâche elle-même évidemment, mais il y a aussi l'envie de collaborer ou l'envie d'avoir une relation de travail ou un besoin, une demande d'aide. Donc, quand vous dites non tout de suite, vous répondez non aux 2 en même temps. Et c'est vachement dommage parce que la personne, elle va entendre non dans les 2, mais surtout non dans la partie relationnelle, la partie humaine. Et donc, c'est dommage. Donc, plutôt oui, dites plutôt, écoute, ouais, volontiers. Et en même temps, comme dirait Macron, il n'est pas très populaire ces temps, mais je m'en fous, il a raison. Et en même temps, ça veut dire, oui, je veux t'aider, oui, bien sûr, c'est mon job de faire ce que tu me demandes. En même temps, là, c'est pas le bon moment, là j'ai beaucoup, là je sais pas comment faire, là je suis paniqué, là je suis angoissé. Bon. Donc vous dites oui et. Oui mais à la limite. C'est pas top, mais oui et c'est mieux. D'accord? On dit oui? On est d'accord? Bon, on dit oui. Maintenant, on n'est pas un agneau qu'on va amener à l'abattoir. Donc on va demander des précisions. Si possible, face à face. Votre chef vous appelle, hey, j'ai un truc pour toi, écoute, j'arrive. Le face à face, la communication humaine, on a tout un tas d'informations utiles. Le chef, il est comment? Il est stress? Bon, je vais pas trop l'emmerder avec des détails. Le chef, il est tranquille, on va pouvoir discuter un peu, ok, je vais pouvoir poser bien les choses, etc. Donc, le face-à-face, il est vraiment utile, donc, demandez des détails, face-à-face d'abord, téléphone ensuite, et si vraiment vous n'y arrivez pas, par mail. Mais vraiment le face-à-face ou le téléphone, pour avoir toute l'info nécessaire. Alors, qu'est-ce que vous demandez comme précision? De grâce, la première chose que vous demandez, c'est le délai. Pourquoi? Sans délai, il n'y a pas de planification. Bah oui, vous êtes cuit. Sans délai, il n'y a pas de priorisation, donc pas de planification. Donc vous demandez un délai. Tu le veux pour quand? Ou, si vous avez peur de la réponse, dites, écoute, ok, je te le fais pour telle date. Vous pouvez anticiper un petit peu, on appelle ça du framing, c'est une petite technique psychologique pour poser le débat. Si vous n'avez pas le temps maintenant, mais vous savez que peut-être la semaine prochaine, il y a un slot dans votre planning, vous dites, écoute, je te le fais pour mardi prochain. Puis la personne va se placer par rapport à mardi. Plutôt que de poser la question, dire, écoute, pour quand tu vas le faire, puis elle vous dit demain. À vous de voir si vous avez envie de le faire ou pas, mais demandez le délai. Ne vous engagez pas dans le doute. Ne dites pas oui, je vais le faire pour demain si vous savez ou vous pensez que vous n'arriverez pas à le faire. Soyez tout de suite honnête en disant écoute, là je peux pas m'engager. Si la personne force, typiquement le chef, il t'écoute, tu me dis de le faire pour demain. Moi je dis que je peux pas, c'est toi le chef, je prends l'ordre, je prends la donnée d'ordre, je mets demain.
je fais ce que je pourrais, mais moi, je peux pas m'engager. Vous demandez le délai. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, vous demandez, deuxième chose, la qualité. La qualité de quoi? La qualité de la tâche. Alors, c'est quoi la qualité de la tâche? C'est par exemple, on vous demande de faire un rapport. Combien de pages? On vous demande de vous produire une statistique. Oui, mais en fonction de quoi? Donc, c'est comment, c'est quel niveau de détail, quel niveau de perfection, quelle taille, quelle durée, quelle longueur. D'accord? Quelle est la qualité de la tâche qu'on me demande? Pourquoi ça, c'est super important? Parce que ça va déterminer le temps que vous allez y passer. 100 ans à passer, pas de planification. On revient au même sujet qui viendra tout de suite après. Planification. Donc, je demande le délai, je demande la qualité. Et pour les tâches plus longues, vous pouvez demander, écoute, tu veux que je te tienne au courant tous les combien? Toutes les semaines pendant le one-on-one, le face-to-face? Est-ce que tu veux juste que je te dise une fois que je l'aurai fait? Donc, arrangez-vous là-dessus. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui attend de l'information d'une tâche que vous ne donnez pas. D'accord? Donc ça fait DQR. Délai, qualité, reporting, DQR. Quand quelqu'un vient avec un truc à faire pour vous, ça peut être une demande, ça peut être une demande d'aide, n'importe quoi, DQR. Bon. Alors maintenant, vous avez pris la tâche, vous n'avez pas gribouillé sur un morceau de papier, vous l'avez en tête. Toujours entrer la tâche dans le système. Toujours. Quel système? C'est égal. Votre carnet, vos post-it, votre Outlook, mais il faut l'écrire. Les gens, j'ai tout en tête, niet. Vous avez tout en tête maintenant, mais dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, quand vous serez plus vieux comme moi, vous n'aurez plus la tête que vous avez maintenant. Par contre, vous n'aurez pas l'habitude de noter. Vous allez commencer à oublier des choses, les gens vont commencer à se poser des questions sur votre productivité, votre mémoire et tout, et c'est pas bon. Donc, notez dans votre système. Vous notez quoi? Vous notez la tâche. Verbe, nom, condition. Appeler Vincent pour le remercier. Écrire le rapport pour le chef. Etc. Verbe d'action au début, pourquoi? Ça permet de vous rappeler plus facilement qu'est-ce que vous deviez faire pour cette tâche. Si vous notez juste rapport, ok, rapport de quoi? Je dois le lire, je dois le faire, je dois le transférer. Bon, verbe, nom, condition. On entre ça dans le système. Et maintenant, à côté, il faut mettre une priorité. Alors, sur quoi se base la priorité? 2 choses. Le truc, il est important, oui ou non? Alors ça, en soi, c'est un podcast. Comment on détermine l'importance d'une tâche? C'est pas facile. Il y a quelques critères dont on pourra reparler, mais posez-vous la question. Deuxième chose importante pour prioriser, c'est le délai. Je dois le faire pour quand? Ce qui est important et pour dans peu de temps, donc urgent, il faut le faire tout de suite. Priorité 1. Tout ce qui n'est pas important et pas vraiment urgent, priorité 3. Tout le reste, ça va au milieu. Donc avec ça, on colle avec un système à 3 priorités. Pourquoi je vous donne 3 priorités, P1, P2, P3? Parce que dans Outlook, vous avez 3 priorités. Vous avez le point d'exclamation, qui est P1, vous avez rien, qui est P2, et vous avez la flèche bleue vers le bas, qui est P3. Vous pouvez avoir plus de niveaux de priorité, c'est égal, mais ce sont peut-être les trois les plus critiques pour vous. Vous pouvez, si vous voulez, catégoriser la tâche en fonction de critères à vous, etc. Mais ce qui est critique, ce qui est vraiment important, c'est de le libérer de la tâche, verbe non condition, et puis prioriser P1, P2, P3. Ça, vous allez le mettre dans votre système. Ok? Donc là, maintenant, on a une liste de tâches priorisées. C'est tout. Deuxième étape, donc là, on a fait tout ce qui est réception, tâches existantes. Deuxième étape, planification. Il faut absolument planifier. Si vous ne planifiez pas, vous allez être cuite ou cuit assez vite. Parce que sous la pression, sous l'afflux de nouvelles tâches qui ne seront pas priorisées et donc pas planifiées, vous allez commencer à être débordé. Et être débordé, c'est pas bon pour plusieurs raisons. Parce que la performance baisse. Ou, pire encore, performance baisse pas, par contre, vous y passez plus de temps, plus d'énergie. Énergie, stress, énergie, ça vous rappelle quelque chose. Et donc, on se dirige peu à peu vers le burn-out. Donc, on va planifier. Alors, moi là, je vais être un petit peu facho, je vais vous dire quoi faire. Après, vous évidemment, je suis pas là pour. Bon, mais parce que c'est quelque chose. J'ai remarqué les gens, si je donne pas exactement quoi, ils hésitent, ils font pas, ils se disent mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, moi, je vous dis là, faites-le une fois par semaine. Ce temps, il est sacro-saint. Réservez-vous une demi-heure pour planifier votre semaine. Une demi-heure, c'est pas vraiment beaucoup. Au début, ça prendra une demi-heure. Après, ça prendra un quart d'heure. Mais planifiez votre semaine. Regardez à l'avance. D'accord? Alors, une fois par semaine, c'est
Vous faites ça le lundi matin. Moi, je suis plutôt un gars du vendredi après-midi, fin l'après-midi, parce que comme ça, j'ai la paix pour le week-end dans ma tête. Je sais que j'ai planifié, je sais que j'ai pas de souci à me faire, mais ça dépend des gens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, j'ai qu'une liste de tâches priorisées. Qu'est-ce qui manque pour mettre dans le calendrier? Eh ben, le calendrier, c'est du temps. Donc, je dois déterminer le temps que la tâche va me prendre. Et comment je fais ça? Par des gens, ils font une estimation, puis ils disent, bon, ça me prend une demi-heure, ça me prend un quart d'heure, ça me prend 30 minutes, etc. Bon. Moi, ce que je vous suggère, en fait, c'est de pas seulement prendre ça comme critère. C'est de vous dire, tiens, je dois écrire le fameux rapport dont je parlais pour le chef, je vais faire ça lundi, bon, je fais quand j'arrive, parce que, bon, j'arrive à 8 heures, combien de temps ça va prendre? Et on dit, bon, ça prend 1 heure. Ouais, mais au pire, ça va prendre combien de temps? Au pire, si j'ai pas l'info, je dois compiler le rapport machin, je dois aller là, bon, ça va prendre 3 heures. Faites la moyenne entre les deux. 1 heure si ça va bien, 3 heures si ça va mal, moyenne 2 heures. Et planifiez 2 heures dans votre calendrier. Ça permet de prendre un petit peu de marge pour cette durée au niveau des imprévus de cette tâche-là. D'accord? Donc, la durée, vous l'estimez. Si ça va bien, si ça va moins bien, on fait la moyenne. Ok? Ensuite, on met dans le calendrier. C'est très simple. Alors, ce que je vous conseille pour mettre dans le calendrier, c'est de laisser de la place dans votre calendrier. Oui, pourquoi? Les imprévus. Alors en fonction des gens que j'ai pu voir, avec qui j'ai pu interagir, ça peut aller de 20% d'imprévus à 80% d'imprévus. Il y a des gens, leur job, c'est d'être à la disposition des autres. Donc ils peuvent pas planifier beaucoup de leur temps. Alors qu'est-ce qui se passe souvent? Ils planifient leur temps parce qu'ils se disent je contrôle ma destinée en termes de temps, donc ils planifient leurs tâches sur toute la semaine. Évidemment, lundi arrive, 80% du temps, ils n'ont pas le temps, mardi, mercredi, jeudi, et en fait, ils arrivent à la fin de la semaine, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien foutu, quoi. Alors ça, c'est mauvais pour le moral, déjà, hein. Et puis c'est aussi mauvais pour la perception qu'ont les autres de vous. Parce que si vous aviez prévu de faire quelque chose, quelqu'un vient vous demander un autre truc, vous n'allez pas forcément toujours faire ce que je vous ai dit avant, c'est oui, bien sûr, mais, oui et. Vous allez dire non. Et donc, vous allez commencer à être pris pour quelqu'un qui veut pas collaborer, qui veut pas faire ce qu'on lui demande de faire, quoi. Donc, estimez, même à la louche, dites-vous, dans ma semaine, j'ai combien d'imprévus qui me tombent sur le coin de la tronche? Partez de 50%, c'est très bien. Eh ben, ça veut dire que vous allez planifier 50% de votre temps, et le reste du temps, vous allez le laisser libre. Alors là, les gens me disent en général, ouais, mais si je laisse libre, c'est que les gens, ils vont mettre des meetings. Bon, ça veut dire que vous vous réservez des meetings avec vous-même. Ça, c'est un truc que j'ai appris il y a longtemps de quelqu'un que je remercie encore chaque fois que je le fais. Faites-vous des meetings pour vous-même. Et je le fais moi, et je suis indépendant, j'ai des meetings avec moi-même, un peu de choses près. C'est quand je suis pas à l'extérieur avec des clients. Je le fais quand même. Et je le vois. Et comme ça, je sais que je peux pas simplement mettre du client, et après je fais pas tout le reste. Je fais pas la R&D, je fais pas le podcast, etc., etc. Donc, pour placer dans le calendrier, je dois regarder qu'est-ce que j'ai comme temps à disposition, et puis on y va par ordre de priorité décroissante, quoi. Donc, tiens, demain, je dois faire ça, ok, 2 heures, ça, je dois faire 1 heure, ok, après le reste, je laisse vite, parce que je sais qu'il va m'y arriver des trucs, et je commence mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça, c'est la planif hebdomadaire. Ok, une fois par semaine, à temps fixe, temps sacro-saint, je le fais toutes les semaines. Ensuite, une fois par jour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le planning de la journée. Vous allez peut-être revoir en fonction de ce que vous avez eu comme information. Donc, moi, le planning, il est fait, puisque vous l'avez fait le vendredi ou le lundi d'avant. Mais dites-vous, voilà, aujourd'hui, comment je me sens, plutôt bien, plutôt pas bien. Aujourd'hui, j'ai la pêche, je m'en mets un petit peu plus, ou je peux un peu remettre les choses dans un ordre différent. Je vous conseille de commencer par les choses difficiles, par les tâches qui sont difficiles. Alors là, les procrastinateurs, ils me disent, ouais, mais t'es dégonflé parce que moi, je commence plutôt par ce qui est facile. Alors, pour la procrastination, écoutez le podcast d'avant. Mais moi, je vous conseille de commencer par les choses difficiles parce que c'est souvent quand même le matin que le niveau d'énergie est le plus haut. Alors, il y a des gens qui me parlent de je suis du matin, je suis du soir. Bon, je sais pas. En tout cas, essayez d'abattre la partie du boulot qui est difficile au début, ou en tout cas les tâches pour lesquelles vous avez besoin d'être tranquille et bien concentré. D'ailleurs, déjà des gens qui viennent plutôt le matin rien que pour ça. Deuxième chose, à priorité égale toujours, commencez par les tâches pour lesquelles les autres ont besoin de vous. Si je suis dans un flux, dans un processus et que je suis le deuxième tout en haut de la chaîne et qu'il y a derrière moi 15 personnes qui vont bosser, je vais prioriser cette tâche-là. Donc je vais commencer par les faire le matin, pour les libérer la journée. Ok? Donc ça, c'est la planif. Donc principe de planif, 1 fois par semaine et 1 fois par jour. Alors, on analyse de tâches, elle est planifiée, maintenant il faut faire. Alors, quelques petits trucs sur l'exécution des tâches. Numéro 1, pas de multitâches.
Le multitasking, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas faire plusieurs choses en même temps. C'est pas moi qui le dis. Hein, si vous regardez des articles scientifiques ou des articles de journaux scientifiques sur les neurosciences, la fonction du cerveau, il n'y a pas de multitâche. Je peux respirer et réfléchir en même temps, mais je peux pas réfléchir à un dossier et répondre à un collègue en même temps. C'est pas possible. Je vais devoir faire du faux multitasking, comme l'ordinateur. Vos ordinateurs à part ceux qui ont plusieurs processeurs. Sinon, ils passent le temps à changer d'une tâche à l'autre. D'accord ? Du coup, comme je peux pas multitasker, ça veut dire que plus je vais être concentré dans un type de tâche pendant longtemps, plus je vais être efficace. Donc, regrouper toutes les tâches similaires. C'est beaucoup mieux de dire je traite tous mes mails. 2, j'ouvre le courrier. 3, je fais tous mes entretiens du matin. Plutôt que de dire je lis un mail, je fais une lettre et puis un entretien. Et je relis un mail et je fais... En fait, j'avais pris l'exemple de l'échafaudage. Quand vous faites ça, c'est comme si vous montez l'échafaudage, vous faites 1 mètre de peinture sur la maison, vous démontez l'échafaudage, vous déplacez l'échafaudage d'un mètre à droite, vous remontez l'échafaudage, vous faites le 2e mètre de peinture, vous démontez l'échafaudage, etc. C'est absolument pas efficient. Donc, regrouper les tâches similaires ensemble pour être beaucoup plus efficient. Puis vous verrez, vous allez être dans une espèce de mode, on appelle ça le flow, cette espèce de truc où on est presque un peu inconscient tellement on bosse bien. Et ben, c'est en faisant ce genre de choses, en regroupant les tâches similaires, que ça va pouvoir vous arriver. Prévoyez les pauses dans votre planning si nécessaire, mais vraiment prévoyez les pauses. Il y a beaucoup de trucs, il y a la technique Pomodoro, 25 minutes de boulot, 5 minutes de pause. Les gens me disent non mais j'ai pas le temps. Mais vous allez le faire quand même, et on en parlera après dans les interruptions. Parce que votre corps il a besoin. Donc dites-vous, je fais 20 ou 25 minutes, et puis je fais une pause. Maintenant faites de vraies pauses. Une pause, c'est pas aller discuter avec le chef de la prochaine conférence qu'il faut faire pendant 2 semaines. La pause, c'est je me lève, je vais boire un truc, je marche, je sors. Les fumeurs, vous allez fumer une clope, etc. Mais vous quittez l'environnement de travail. Même si c'est pour aller dans le couloir, c'est pas grave. Alors ça, c'était les quelques trucs au niveau de l'exécution. Et donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est pas excessivement difficile. Réception des tâches existantes, numéro 1. Numéro 2, planification. Numéro 3, exécution. Alors, l'email a une place spéciale dans mon cœur, puisque c'est un outil absolument terrible. Il a pris beaucoup d'importance dans la vie de beaucoup de gens, et donc c'est devenu un vrai fléau. Moi, je vous conseille de ne pas avoir Outlook ouvert toute la journée sur votre poste. Alors, j'entends déjà les gens qui crient d'horreur en entendant ça. Vous n'avez pas nécessairement Word ou PowerPoint ou SAP ouvert toute la journée sur votre poste. Peut-être, mais votre job, c'est pas de faire des mails. Votre job, c'est de faire des factures. Votre job, c'est de créer des designs. Votre job, c'est de faire des pièces. C'est pas de faire des mails. Donc, Outlook, c'est un outil de communication que vous allez utiliser pour ce à quoi il est bon, et c'est un très très bon outil. C'est un outil de priorisation, de tâches, de calendrier, mais c'est pas votre job. Donc, moi, je vous conseille vraiment de lire votre mail X fois par jour. En général, je vous dirais 2 fois par jour. Alors, il y a des gens qui le font quand ils arrivent le matin et après quand ils reviennent du lunch. Et puis, typiquement, après, ça revient le lendemain. Ou bien vous faites avant d'aller au lunch et avant de partir le soir. Moi, je ferais plutôt cette solution-là parce que, vu que je suis un peu bileux, je préfère savoir ce qui m'attend le lendemain, donc lire mon mail le soir, avant de partir du boulot. Donc, ça, c'est super important. Si vous pouvez pas faire ça, enlevez au moins les notifications de nouveaux mails. Si vous me dites, ouais, mais je reçois des choses urgentes par mail, moi je vous suggérerais plutôt d'éduquer les gens qui vous envoient des trucs urgents par mail à vous appeler. Alors oui, ça vous interrompt aussi, mais il y en aura beaucoup moins. Vous aurez beaucoup moins de mails comme ça. Autre chose, les mails pour lesquels vous êtes en CC, les mails en copie. Vous allez créer une règle, vous allez mettre ça dans un autre répertoire. Ce sont pas des mails qui sont prioritaires à lire. Absolument pas. Si les gens vous disent, t'as lu mon mail, je dis, mais quel mail? T'étais en copie. Écoute, si tu veux que je fasse quelque chose dans ton mail, tu me mets en destinataire, tu me mets pas en copie. La copie, c'est pour info. Ça veut pas dire que je veux pas les lire, ça veut dire que je les lis quand j'ai le temps. Donc, pas tout le temps. Alors, maintenant, imaginons, il est 11h30, vous ouvrez votre Outlook ou votre application de messagerie pour faire vos mails. Bon, qu'est-ce que vous faites? Quand je dis traiter les mails, vous n'allez pas faire les choses qui sont incluses dans les mails. Vous allez traiter les mails. Et là, il y a 4 D. Do it, delegate it, date it, delete it. D'accord? Alors do it, c'est do it. Alors do it maintenant
Premier dé, c'est faites-le quand ça prend moins de, 30 secondes, moins d'une minute. Dire merci, des choses très courtes, ou répondre, etc. Mais répondre court, vraiment une minute. Sinon, si vous ne le faites pas maintenant, décidez, date it. Et vous le mettez dans votre liste de tâches. Et dans Outlook, c'est assez simple. Vous cliquez sur votre mail, vous le draguez dans la liste de tâches, pouf, ça tombe dedans. Vous pouvez le draguer dans la liste des tâches globale, dans la liste des tâches pour une journée particulière, c'est égal, ça va créer une tâche tout seul, ça marche très bien, c'est super fait, vite fait, vous l'avez fait et c'est oublié. Vous pouvez aussi déléguer. Déléguer, ça veut dire quoi? Vous forwardez à quelqu'un, vous transférez en disant est-ce que tu peux t'en occuper, ou bien on en parle au face-to-face, ou bien etc. Et finalement, vous pouvez delete. Les longs mails, les tartines, vous allez les dater, vous allez pas les deleter, les dater, vous allez les planifier. Vous n'avez pas le temps maintenant, pendant votre période de traitement de mail, de lire tous ces longs mails. Ça va aussi apprendre aux gens à arrêter de faire des tartines de 50 pages par mail, à vous faire des mails qui sont courts, quitte à venir en parler avec vous. Donc, do it, delegate it, date it, delete it. C'est donc un processus de décision. Quand je parle de traiter des mails, c'est un processus de décision, c'est pas un travail. Après, vous avez le travail qui va aller avec, les mails qui vous restent à faire. OK pour l'email? Bon. Dernier sujet, les interruptions. Pour moi, la première chose à faire pour tout ce qui est interruption, c'est il faut mesurer. Il faut que vous sachiez de quoi on parle, surtout de quoi vous parlez d'ailleurs. Combien de fois par jour? Alors en général, ce que je conseille, c'est un truc très simple. Vous prenez un pad de papier, et puis pendant une semaine, vous notez qui vous interrompt, sur quoi, pour combien de temps. Ça vous donne ensuite des bonnes stats. Bon, alors, vous faites dans Excel si vous voulez, mais vous avez les données, et ça, l'idée c'est, qu'est-ce qui se passe? Qui m'interrompt? Numéro 1. Vous verrez, c'est souvent les mêmes personnes. À quel sujet on m'interrompt? Vous verrez, c'est souvent les mêmes sujets. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est la même personne qui 12 fois par semaine vous interrompt? Vous allez créer un meeting avec cette personne. Écoute, on se voit une fois par semaine, on discute tous nos points. Ou une fois par jour peut-être, 10 minutes, c'est pas grave. Et comme ça, c'est fait. Alors vous me direz, mais je n'économise pas de temps. Si, vous économisez du temps, pourquoi? Parce que quand on vous interrompt, il y a certes le temps de l'interruption, le temps où vous êtes en train d'écrire le rapport pour le chef, le collègue vient, vous levez la tête, vous lui répondez, vous replongez dans le rapport. La durée de l'interruption, c'est pas la durée avec laquelle vous avez parlé avec le collègue, c'est la durée avec laquelle vous avez parlé avec le collègue, plus le temps que vous allez utiliser pour vous remettre dans votre travail initial. Et selon les tâches, ça peut être super long. D'accord? Donc, quand vous regroupez les tâches, quand vous regroupez les interruptions avec une personne, vous gagnez 2 fois. Vous gagnez le temps de remise dans la tâche que vous n'avez pas interrompue, mais vous gagnez aussi puisque vous allez regrouper une tâche similaire, puisque vous allez regrouper les préoccupations de la personne et les traiter tout en même temps. Donc vous allez gagner du temps. Bon. Maintenant, si c'est le même sujet, on vous interrompt toujours pour les mêmes choses. Apparemment, il y a un manque de documentation et de formation. Donc vous organisez une documentation, une formation pour les gens qui vous interrompent. Il n'y a peut-être pas qu'une personne, il peut être plusieurs. OK? Puis évidemment, la troisième source d'interruption, c'est le mail, mais ça, on vient de traiter. Alors, j'ai pas traité du téléphone. Le téléphone, c'est un peu plus tricky parce que c'est plus difficile à faire, parce que les gens peuvent difficilement voir si vous êtes occupé ou pas. Alors là aussi, c'est une question de collaboration, de communication avec les collègues. Si quelqu'un vous interrompt par téléphone 2-3 fois par jour, vous pouvez aussi faire un appel téléphonique avec la personne. On peut imaginer le client. Peut-être le truc le plus simple, c'est le client qui vous interrompt, 5-6 fois par semaine, avec des questions sur sa commande en est où, machin. Ok, vous faites la même chose, vous dites écoutez, cher client, je vous appelle le mercredi de 11h30 à midi. Non, c'est le mail là, pardon. De 11h à 11h30. Et puis, on fait tous les points de la semaine. Puis les clients exigeants, on fait une fois par jour 10 minutes. Mais encore une fois, ils vont prendre l'habitude de vous d'avoir votre attention pendant ces 10 minutes journalières, et vous n'aurez normalement plus d'autres interruptions. Les gens qui viennent vous voir, qui passent chez vous, ah oui, au fait, alors qu'en fait vous êtes déjà occupé, puis ils l'ont vu. Bon, là on fait quoi? On peut être méchant, on peut être mauvais collègue, ou bien on peut faire ce un ancien collègue à moi a fait, que je trouve vraiment très très bon. Vous prenez 3 feuilles A4, au format paysage, et vous dessinez un feu rouge. Un feu de signalisation. Vous faites une version feu rouge, une version feu orange, une version feu vert. Feu rouge, c'est si tu viens, que je suis en train de bosser, et puis qu'il y a le feu rouge, je tourne même pas la tête. Je suis occupé. Je ne veux pas être interrompu. D'accord?
Si la personne commence à vous parler, vous vous levez, vous la regardez, et elle doit comprendre assez vite que c'est pas le moment. Évidemment, ce temps-là, dans votre temps total, ça ne va pas être 80% de votre temps. Ça va être, je sais pas, à 10, 15, 20% maximum. L'orange, c'est, écoute, je suis occupé, j'ai pas vraiment le temps, mais si c'est urgent, tu peux m'interrompre. Puis le vert, c'est le vert. Dire c'est bon, je suis à ta disposition. C'est super simple, et c'est très très efficace. Donc ça, je vous le recommande. C'est pas un truc que j'ai inventé, mais que je trouve vraiment, vraiment cool. Voilà pour les interruptions. Bon. Alors vous voyez que finalement, c'est gestion de priorité, il y a des gestions du temps, il y a des gestions logicielles, il y a des gestions des interruptions. Mais si vous prenez quelques-unes de ces actions, de ces idées, et puis vous les mettez en place, vous verrez, vous allez commencer à gagner du temps, à gagner en efficience, et puis vous serez peut-être moins stressé. Vous aurez plus de temps à passer à, je sais pas, à rentrer chez vous plus tôt, à voir les copains, la famille, à faire autre chose, plutôt qu'à croire que vous êtes des work warriors, vous êtes des bêtes de boulot, et puis que c'est comme ça que vous allez vous faire du bien à vous et à votre carrière. Et moi, j'y crois pas du tout. Et donc, c'est pour ça que ces trucs, ces idées, ces structures, pour moi, sont vraiment utiles. Voilà, comme d'hab, cet épisode un peu plus long que les autres, mais comme d'hab, si vous avez des questions, si vous aimeriez que je traite des problématiques particulières, volontiers. Laissez aussi un rating sur iTunes ou vous écoutez le podcast. Ça permet à d'autres personnes de le trouver plus rapidement. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je me réjouis d'interagir et de collaborer avec vous sur ce sujet. Et je vous dis à bientôt. Ciao.